bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de juillet, comme je l'ai écrit ici. J'ai changé un petit peu mon décor, en fait, j'étais assise avant et là je me suis levée parce que j'ai un nouveau trépied. J'espère que ça va être intéressant à regarder comme décor. Je pense que oui. En tout cas, ça sera plus agréable à tourner parce que je vais pas avoir les jambes toutes engourdies à la fin de la vidéo parce que c'est des vidéos qui me prennent quand même beaucoup de temps à tourner les points lecture. Fait que pendant le mois de juillet, j'ai lu 9 livres, ce qui est moins que les derniers mois, mais qui est quand même bon parce que normalement, avant l'année 2020, ma moyenne de lecture par mois, c'était entre 5 et 7 livres. Et en 2020, mon plus petit mois, c'était janvier et j'ai lu 7 livres. Donc, j'étais quand même en haut de ma moyenne habituelle. Et là, c'est ça, j'en ai lu 9 au mois de juillet. Donc, je suis satisfaite de ça. Je dois dire, là, si on passe au niveau personnel, que le mois de juillet, ça n'a pas été si évident. Niveau concentration, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, mais toutes les vagues qu'il y a eu, parce que là, je les sépare, là, parce qu'il y a eu comme des accalmies entre chacune des vagues, de dénonciation, ça m'a vraiment affectée. Puis j'ai eu de la difficulté à me concentrer sur mes lectures. Aussi, mon copain avait ses vacances pendant ce temps-là, puis j'ai préféré être avec lui, passer des bons moments en sa compagnie, plutôt que d'être dans mon livre puis de lire ce que je peux faire quand il travaille, tu sais. C'est ça, j'ai moins lu. Puis, l'autre chose, c'est que je m'étais mise... en fait, j'avais des lectures que je voulais vraiment faire, dont 2 classiques. Puis ça, ben c'est sûr que c'est un petit peu plus lourd à lire dans ce temps-là. Ça ralentit un peu mon rythme de lecture, étant donné que ça me demande un petit peu plus d'effort, là, lire des classiques. Fait que on va passer livre après livre. Je vais le faire en ordre chronologique comme c'est toutes des romans sauf une BD. Donc, je vais y aller. Le premier livre que j'ai lu, en fait, je l'avais commencé un peu quelques jours avant le mois de juillet, mais je l'ai terminé dans la première semaine. Et c'est Les vacances d'Hercule Poirot, Agatha Christie. C'est un roman policier où on va suivre Hercule Poirot qui a décidé de prendre des vacances dans un genre de tout inclus hôtel luxueux en Angleterre. Puis évidemment, va se produire un meurtre et il ne sera plus en vacances. Il va enquêter sur ses collègues, pas collègues, mais les autres vacanciers là, avec qui il est. C'est un roman classique, là, je dirais, de policier. Là, c'est vraiment une enquête avec des témoignages, puis plusieurs pistes. On a accès aux pensées d'Hercule Poirot, puis à la fin, on est comme wow, mais comment il a pensé? Comment ce genre de petits détails, ça a pu comme éveiller un soupçon chez lui, puis qu'il trouve le coupable, tu sais, quand nous, c'était quelque chose d'anodin. J'ai quand même trouvé ça correct comme lecture, mais tu sais, j'ai pas été comme sidérée là, par cette lecture-là. Tu sais, je m'attends. On dirait qu'il y a rien qui m'a surpris. Tu sais, oui, les éléments qui ont semé un doute là, dans sa tête, ça m'a surprise, mais ça m'a pas suffisamment. Comme, je m'attendais à avoir des petites affaires de même, tu sais. Fait que pendant ma lecture, j'étais comme. Ok, ah, ben oui, ok, on est rendu là, tu sais. On dirait que. C'est ça. J'ai trouvé ça ordinaire. Puis comme 3 étoiles sur 5, genre c'était pas incroyable, mais ça faisait la job. Puis c'était exactement ça mes attentes pour ce livre-là, fait que j'ai été contente. Je l'avais fait rentrer dans la catégorie Après-midi à l'ombre du défi livresque estival. Donc, c'est ça. Toutes mes lectures sont dans le défi livresque estival, à l'exception d'une que j'ai faite dans le Liraton qui compte pas. Fait que je peux juste vous dire dans quelle catégorie je l'ai mise. Et en ce moment, il me reste 7 livres. Donc là, le mois d'août est commencé. J'ai déjà fait une lecture qui compte. Donc 7 livres à lire d'ici la fin
ou pour avoir fait mes 25 lectures du défi Livresque estival. Fait que j'ai vraiment hâte que ça soit fait. Je sais pas honnêtement si je vais réussir, fait que ça va vraiment être challengeant. Ensuite, la deuxième lecture que j'ai faite pendant le mois de juillet, j'ai dû rendre le livre à la bibliothèque comme la plupart, là, j'en ai 4, ok? C'est comme ça. C'est Pieds nus sur la gravelle, Maude Michaud, publié chez, je me rappelle pas qui. Donc dans Pieds nus sur la gravelle, on va suivre un couple, j'ai encore oublié le nom des protagonistes. Oh, ça me gosse d'avoir oublié. Qui, bon, ont déjà sorti ensemble au secondaire, se sont laissés, ça a été assez difficile. Puis la fille, dans ce coup, c'est surtout elle qu'on suit, là, elle a jamais vraiment connu sa mère parce que quand elle est née, sa mère, elle a comme fait une grosse dépression postpartum et elle a comme abandonné sa famille. Fait que elle a des mommy issues, mettons. Puis c'est ça. Là, elle a sorti avec un garçon au secondaire et un peu plus tard, rendue à l'âge adulte, c'est comme 20, 21 ans, elle a rencontré à nouveau cette personne et ils sont retombés en amour. Fait que pendant comme la moitié du roman, on suit cette histoire d'amour-là qui me plaît parce que c'est pas... en fait, c'est vraiment c'est le couple qu'on suit, c'est pas genre les premiers balbutiements du couple. Puis ça, c'est moi, c'est quelque chose que ça m'agace là quand tout le livre c'est juste genre les premiers balbutiements. Genre moi j'aime mieux suivre l'histoire d'amour comme une fois qu'ils sont ensemble, comment ça se passe. Puis c'est ça, ils vont se marier, elle va tomber enceinte, c'est pas tout à fait prévu mais c'est quand même désiré. Il va se passer une tragédie environ à la moitié du roman. Puis après ça, on suit la suite de la tragédie. Écoutez, j'ai pleuré là toutes les larmes de mon corps. Je me mouchais, j'allaitais là, tellement que je pleurais en faisant cette lecture-là. Je faisais... Puis c'était vraiment comme difficile. Je m'attendais tellement pas à ça. Moi, là, quand je l'ai pris ce livre-là, j'étais comme, oh, ça, c'était comme une petite chiclette, là. Ça va être bien, bien le fun. Ça se passe dans un resort. Ça se passe dans un resort, mais c'est parce qu'elle fuit un peu ce qui s'est produit. Ça, c'était vraiment bouleversant comme lecture. Je suis restée là comme complètement ébahie de cette lecture-là. Puis j'en ai parlé à toutes les personnes que j'ai vues par la suite. J'étais comme, oh my god, le dernier livre que je viens de lire, c'était tellement bon. Puis c'était comme, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis tu regardes la pochette, puis ça a l'air vraiment, tu sais, d'un quelque chose d'autre. Puis finalement, c'est vraiment un bon... c'est vraiment un bon livre, là. C'est un bon livre dans le sens où l'histoire est vraiment intéressante, il y a un message, les personnages sont très bien construits. Euh, j'ai capoté, mais c'est un livre qui m'a rentré dedans. Puis je pense que si vous faites cette lecture-là, ben, en fait, ça se peut que ça vous rentre pas autant dedans parce que ça dépend où vous en êtes dans votre vie, ça dépend comment tu sais, moi, je me suis vraiment identifiée au personnage principal, puis j'avais l'impression qu'on était un peu à la même place dans la vie quand la tragédie s'est produite. Fait que ça, c'était vraiment horrible, parce que j'étais comme, oh my god, mais si moi, ça m'arrive, comment, tu sais, je pourrais gérer ça. Fait que, en tout cas, je veux pas en dire plus parce que c'est ça, le nœud de l'histoire fait l'histoire. Fait que je veux pas vous le dévoiler, mais je vous le conseille vraiment. Puis pour moi, ça a été un 5 étoiles sans hésiter. C'est un livre qui me hante encore. J'y repense souvent. Puis j'ai vraiment aimé cette lecture-là. Ensuite, j'ai lu Orgueil et préjugés de Jane Austen, publié chez 10-18. Cette lecture-là a fait l'objet d'une collaboration entre moi et Karine la bouquineuse. Donc il y a déjà une vidéo où je vous parle de mon appréciation de ce livre-là. Donc, je vais la mettre dans le i, ici. Là, si c'est en miroir, ça va être là, mais en tout cas, je vais le mettre dans le i, puis je vais le mettre dans la barre de description. Ensuite, j'ai commencé une lecture que je l'avais prévu de faire pour le défi livresque estival, qui était Cauchemar d'une nuit d'été de R.L. Stein, je sais pas comment je pense que c'est Stein. Je l'ai abandonné cette lecture-là au bout de 50 pages. Je trouvais vraiment la traduction agaçante, là. C'est un roman jeunesse. Mais moi, ce que je déteste des traductions, c'est quand il y a des expressions vraiment locales, tu sais, que tu sens que t'es, mettons, dans telle région de la France ou dans telle région du Québec. Tu sais, ça m'agace vraiment. Puis je trouvais l'histoire vraiment
cliché, là, tu sais. Puis cliché, j'avais l'impression que je savais exactement comment c'était pour se terminer. Je l'ai pas terminé, fait que je peux pas savoir si l'auteur est allé ailleurs, mais les personnages me tapaient sur les nerfs parce que c'était vraiment marcher dans un film américain, là. C'était vraiment ça. Puis ça se passe à Los Angeles en plus. Puis c'est ça, c'est un auteur américain qui a été traduit, fait que, oh, j'ai pas été capable de continuer cette lecture-là. Je suis allée la reporter à la bibliothèque, puis c'est ça, j'ai remplacé la lecture que j'avais prévue. Ben, en fait, celle-là, je l'avais prévue pour la catégorie l'été de mes 11 ans. Puis finalement, j'ai mis un livre que j'ai lu en août, Anna Caritas, en tout cas, je vais en reparler, mais c'est un peu le même style de roman. Ben, c'est pas vraiment pas le même style en fait, mais c'est un roman jeunesse mais horreur. Fait que c'était les deux ce que je recherchais. Mais Anna Caritas, c'était beaucoup plus à mon goût que Cauchemar de nuit d'été. Pour mon challenge personnel de lire 24 livres québécois pour le mois de juillet, j'avais pigé la catégorie classique, donc un classique québécois. Et j'avais choisi Anne Hébert, Les Fous de Bassan. C'est publié chez Éditions du Seuil. Si ça, je le fais compter pour Nuit d'orage. On va être à Griffin Creek, qui est un petit village situé au bord du fleuve Saint-Laurent, au Québec. Et au départ de cette histoire-là, il y a une disparition de deux jeunes filles. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'elles sont vivantes? Est-ce qu'elles ont vécu un meurtre? Est-ce qu'elles ont été violées? Est-ce qu'on... On sait pas. Et ça se passe en 1936. Puis on va voir l'histoire comme de 5 points de vue. C'est comme 5 cahiers un peu. Ça commence dans les yeux du pasteur. Puis clairement, le pasteur est dérangé. Là, il n'est pas sain d'esprit. Ensuite, on va avoir l'histoire du point de vue de Stephen Brown. Lui, c'est un garçon qui a quitté le village pendant quelques années et est revenu, puis c'est un peu comme... Il a vraiment une mauvaise réputation, puis il n'est pas tant le bienvenu. Puis ensuite, on suit le point de vue de Nora Atkins, qui est une des petites filles qui est disparue. On a le témoignage de Perceval Brown, qui est probablement a comme une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, je sais pas, mais il est pas comme les autres. Puis ça change un peu sa perception des choses. Mais il y a aussi beaucoup d'autres témoignages, dont Maureen, qui est la cousine de Nora, et qui a hébergé Stevens pendant tout l'été, parce que l'histoire se passe tout l'été, là. Fait que c'était vraiment approprié pour le défi livresque estival. On va suivre l'histoire du point de vue de Olivia, l'autre petite fille qui est disparue, ben petite fille adolescente, là. Et finalement, on a Stephen Brown après tout ça, tu sais, comme des années plus tard, je pense 50 ans plus tard, où il en est rendu. C'est un livre vraiment troublant. Là. J'ai écouté la critique de Maps qu'elle avait fait, je pense, il y a 1 an ou 2, quand je l'ai fini, ce livre-là, puis j'étais quand même d'accord avec elle. J'étais vraiment comme troublée, comme vraiment mélangée aussi, parce que il y a quelque chose, puis ça m'a fait penser à Faune de Christine Vannet, parce que j'avais vraiment l'impression que la nature prenait le dessus sur le récit parfois, puis il y avait vraiment comme quelque chose, tu sais, il parle beaucoup du mouvement du fleuve, puis du vent, puis comme, j'avais cette impression-là que l'histoire tournait aussi comme un genre d'ouragan, comme ça, puis qu'on faisait juste s'enfoncer de plus en plus dans cette histoire-là, fait que ça, pour l'effet, genre pour le style d'écriture et tout, ça, c'était vraiment, vraiment réussi. Puis une chose que j'ai vraiment appréciée dans l'écriture de Anne Hébert, c'est que, comme je vous ai dit, il y a différents points de vue, mais l'écriture change à chacun des points de vue. Certaines personnes s'expriment mieux que d'autres. Des fois, il y a comme une... Tu sens genre le souffle de la personne, surtout genre Perceval. On sent qu'il est comme... Quand il parle, tu sais, dans la manière que ça... C'est écrit. En tout cas, j'ai trouvé ça très, très fort dans l'écriture. Sauf que il est vraiment arrivé au mauvais moment parce que ça parle de viol. Puis je l'ai lu en plein cœur des dénonciations. Fait que c'était vraiment rough. Vraiment, vraiment rough. Comme, j'aurais aimé... ça, c'est ma faute, là. J'aurais dû faire un petit peu plus de recherche, mais j'en fais jamais. Mais j'aurais aimé ça, avoir un trigger warning pour ça. Parce que c'était vraiment dur, là, comme lecture.
c'est c'est plate parce que le contexte fait que j'avais de la misère à me replonger dans ces livres-là, ça me tentait pas de le lire parce que je savais que c'était pour être difficile, mais le style d'écriture puis l'ambiance qu'il y avait dans ce roman-là, vaut tellement la peine de lire ce livre-là, mais c'est juste comme j'étais pas dans un bon état d'esprit pour lire ce livre-là, fait que ça fait que j'y donne comme 4 étoiles sur 5. Mais je pense que le lire à tête reposée, que ça fait longtemps qu'on parle plus de ça, puis que moi ça va bien, je pense que ce livre-là serait facilement un 5 sur 5, mais en tout cas, je vous le dis, trigger warning, ok? Mais si vous sentez forte dans ce sujet-là, je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment bien écrit, puis c'est troublant. Il faut que vous vous attendez à être troublé, sauf que c'est ça. C'est si vous pensez que vous allez finir la lecture pour faire comme ah, j'ai tout compris, génial, vous allez être déçu. Mais moi j'aime ça, pas tout comprendre, j'aime ça être transporté, j'aime ça être varlopé. C'est une expression là, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on faisait comme avec moi. Puis j'ai apprécié cette sensation-là. J'ai lu Un été d'enfer de Vera Brosgol, publié chez Rue de Sèvres. C'était une lecture que j'avais prévu de faire pendant le Liraton du week-end sans signer, mais je devais le rendre à la bibliothèque plus tôt que ce que j'avais prévu parce qu'il était réservé par quelqu'un d'autre. Fait que là, j'ai comme pas eu le choix de me lancer dans cette lecture-là. On va suivre Vera. Elle dit à la fin que ça lui est arrivé, mais qu'elle a inventé aussi une partie de ce qui est arrivé. Fait que, en tout cas, on suit la petite Vera qui va dans un camp de jour russe parce qu'elle a immigré de la Russie, elle habite aux États-Unis. Puis toutes ses amies à chaque été vont passer l'été dans un camp de vacances où elles dorment. Puis elle est comme jalouse de ça. Puis sa mère, ben, elle vient d'immigrer, fait qu'elle a pas tant d'argent pour les envoyer faire un camp d'équitation puis un camp de basketball, tu sais. Mais là, c'est avec l'église, c'est comme quelque chose que sa mère considère que c'est quand même important qu'elle partage la culture russe, qu'elle en apprenne un peu plus. Donc, elle va encourager ce camp, le séjour à ce camp-là. Fait que, donc, au départ, Vera et son frère vont aller au camp pour seulement 2 semaines, mais c'est un camp qui est situé vraiment en plein cœur de la forêt. Je me rappelle pas dans quel état, mais on comprend, là, ici au Québec, c'est un peu la même chose. C'est très rustique, là. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, faut que les enfants aient dans des genres de bécosses, là, donc des comme toilettes en bois avec un trou, genre, puis tu peux pas flusher, ça pue. Il y a des bêtes sauvages qu'il faut pas nourrir. Ils dorment dans des genres de tentes, mais tu sais, ils entendent plein d'affaires, puis c'est ça. Elle va avoir de la difficulté à se faire des amis parce que pendant l'été, elle va changer de groupe d'âge. Tu sais, là, je pense qu'elle a 10 ans, puis elle va avoir 11 ans, quelque chose comme ça, puis les groupes d'âge, c'est comme jusqu'à 10 ans, puis 11 ans et plus. Tu sais, mettons 8-10 ans, puis 11 ans et plus. Fait qu'elle, elle se retrouve comme dans le groupe des 11 ans, mais les filles ont comme 14 ans, fait qu'elle est comme trop bébé un peu pour ce groupe-là. Ça va être difficile de se faire des amis, puis c'est un peu ça le récit de comme comment ça peut être awkward, genre d'essayer de se faire des amis dans un contexte temporaire, tu sais, que tu sais que dans 2 semaines tu t'en vas, puis ça va être fini, puis que tu sais, là, c'est difficile parce que c'était beaucoup de choses nouvelles. Ne pas être à la maison, être avec des nouvelles personnes, pas être avec des gens de ton âge, dormir dans des tentes. Toutes ces choses-là, ça fait beaucoup. Puis là, en plus, t'essaies de te faire des amis, mais tu sais que, genre, mettons que ça marche pas, c'est pas la fin du monde parce que c'est juste 2 semaines. Mais c'est 2 semaines très longues si t'as personne avec qui jaser puis jouer, tu sais. Fait que c'est un peu ça l'histoire. J'ai quand même aimé ça. J'ai trouvé que. J'ai comme c'était doux comme lecture, honnêtement. C'était comme. C'était fluide, ça allait bien. Ça m'a pas fait. Waouh! Tu sais. Mais en même temps, j'ai rien de négatif à dire sur cette lecture-là. C'était juste une, une bonne lecture. Fait que c'était comme 3,5 sur 5. Une chose que j'ai aimé, par exemple, c'est que les dessins étaient en vert, noir et blanc. Ça, j'ai trouvé ça quand même cool parce que me semble que c'est quand même rare de voir ça. Puis, ben, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment un style cartoon, tu sais, les personnages, je peux pas vous le montrer, mais tu sais, les bonhommes avaient toujours des grands yeux comme ça, fait que j'avais l'impression que c'était comme une émission de Télétoon qu'on écoutait quand on était plus jeune, genre le camp, je me rappelle pas c'est quoi, il y en avait un, là, le camp Yikiti, là, quelque chose de même.
Dites-moi si vous vous en rappelez dans les commentaires, là, mais il y avait un genre d'émission qui se passait dans un camp de vacances, puis les jeunes, ils étaient comme pas tant fins, un envers l'autre. Moi, j'aimais bien... Mon frère, surtout, il aimait vraiment ça, mais moi, je l'écoutais avec lui parce que... Hein, faut partager la manette. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture. Je vous recommande si vous aimez un peu les BD puis vous voudriez lire quelque chose d'estival, ben je pense que c'est un bon choix. Ensuite, pendant la dernière semaine de juillet, je suis allée au chalet de mon père et comme je viens juste de dire qu'un été d'enfer, ça se passait dans un endroit très rustique, le chalet de mon père, c'est aussi rustique. Donc, j'en ai profité pour lire Soleil de David Boucher, publié chez La Peuplade. J'avais choisi ce livre-là pour le défi du fil rouge. Pour le mois de juillet, il fallait lire un livre publié dans cette maison d'édition-là. L'an dernier, j'avais vraiment pas aimé le livre que j'avais lu chez La Peuplade, puis j'ai regardé dans ma bibliothèque, puis les livres que j'avais qui venaient de cette maison d'édition-là, c'était tous des livres que j'avais eu de la difficulté à terminer, que j'avais même abandonné pendant une partie, puis repris. Fait que j'étais vraiment pas chaude à l'idée Soleil, de lire un livre encore de cette maison d'édition-là. J'ai vraiment fait des recherches cette fois-ci, puis j'ai choisi un auteur qui était racisé parce que j'avais envie d'encourager, de lire en plus d'auteurs BIPOC. Donc, David Boucher, il a immigré du Sénégal et c'est ça. Je sais pas si c'est une autofiction parce que le personnage s'appelle pas David. En fait, David, c'est pas son vrai nom, là, il l'a changé. C'est Douada Toubab, son vrai nom. Donc, on va suivre Soleil, qui se fait renommer Soleil par son amie Charlotte. Quand l'histoire commence, la famille de Soleil vient juste de déménager à Montréal, puis ils vont même avoir un appartement de genre de transition vraiment miteux. Puis dans cet appartement-là, il va se passer, ils vont se faire cambrioler. Puis le cambrioleur va prendre vraiment juste des cochonneries, là, genre des petits gâteaux, puis une brique de fromage. Mais le disque dur de la famille où il y avait tous les souvenirs du Sénégal, ça a été volé. Fait que le père, ça va être un point tournant dans sa santé mentale, mettons. Parce que déjà que c'était difficile pour lui de quitter le Sénégal, là, ne plus avoir aucun souvenir auquel se rattacher, ça le fera pas. Là. Ça va être vraiment difficile de passer par-dessus ça. Ils vont ensuite avoir un meilleur appartement dans Villeray et il va habiter en face de chez Charlotte. Charlotte, c'est une petite fille qui l'a vraiment pas facile. En fait, son père est en prison, sa mère est alcoolique, puis elle habite avec sa mère. En plus de ça, elle est en adaptation scolaire, puis donc, elle a de la difficulté à l'école. Je veux pas faire une adaptation égale difficulté, là, mais c'est juste que elle a vraiment de la difficulté. Même dans la façon qu'elle s'exprime, il y a comme plein de fautes de syntaxe. Puis elle a un œil qui louche. Puis Soleil va vraiment trouver ça charmant chez Charlotte. Puis Charlotte va remarquer que Soleil, quand il la regarde dans les yeux. Puis c'est la seule personne qui est capable de la regarder pour de vrai dans les yeux. Puis pas de genre essayer de voir vers où que son œil louche, tu sais. Donc, elle va trouver ça vraiment intéressant de lui. Puis, c'est ça. Dans cette maison-là, le père va vraiment... Il va tomber en dépression majeure. Il va habiter seulement dans le sous-sol et il va commencer à se creuser un trou. Puis, un jour, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais plus tard, on va le savoir, mais... Soleil revient de l'école, puis son père part en ambulance. Il est attaché comme ça parce qu'il est super violent. Il va passer des mois, je pense même plus qu'un an, dans un hôpital psychiatrique parce que ça va vraiment pas. Donc, la mère aussi va devoir supporter la famille. La mère, c'est la raison de pourquoi ils ont immigré parce qu'elle est... il dit qu'elle est jardinière. Ici, je dirais qu'on est comme... horticultrice, genre. Mais en tout cas, elle s'occupe des plantes, puis c'est un métier recherché, donc elle va devoir supporter la famille, mais elle aussi, elle essaie de se faire un cercle social, elle essaie de passer par-dessus l'épreuve de son mari qui est à l'hôpital psychiatrique, donc c'est un peu ça qui se passe. On suit aussi le quotidien de Soleil, puis de tous ces questionnements sur l'immigration, son nouveau pays, mais aussi la maladie mentale de son père. Comment il pourrait aider son père, sa rencontre de Charlotte, la découverte de l'amour, parce que Soleil il a comme 10-11 ans, fait que
c'est encore là un âge qui est plein de questionnements. Fait que c'est ça. J'ai vraiment apprécié l'histoire. Le style d'écriture est incroyable. Tu sais, moi, j'apprécie le regard d'enfant sur la réalité, mais des fois, c'est fait avec beaucoup trop de naïveté. Des fois, c'est écrit avec beaucoup trop de naïveté, puis je trouve que ça rend pas vraiment justice aux enfants qui sont capables d'avoir des réflexions profondes puis intéressantes pour les adultes. Fait que je vais vous lire un passage qui montre bien, je pense, le style d'écriture puis une réflexion justement que j'ai aimée. Il voulait dire qu'il ne faut pas s'enfermer, rester sans contact avec les Québécois si on veut que notre vie au Canada démarre comme il faut. Faut bien s'adapter et comprendre les gens. Tout ça, au fond, pour essayer de devenir d'ici. Parce que sinon, jamais on ne sera des immigrés intégrés. Ça comptait beaucoup pour Pa. Parce que lui, il avait été noir en Europe. Il avait grandi noir en France et il savait ce que ça voulait dire. Pour lui, il fallait absolument rentrer dans la peau d'un Canadien. D'abord pour avoir encore plus chaud l'hiver parce qu'ils ont la peau du froid, comme nous avec le soleil. Mais je crois que c'est surtout pour nous qu'il disait ça parce qu'il voulait qu'on devienne des gens d'ici. En parenthèse. Ici, on dit des pures laines, mais je me suis renseignée et la laine, c'est blanc quand ça sort et la laine, c'est du mouton et c'est rare les moutons noirs, mais ça arrive et quand on dit mouton noir, parce que j'ai regardé dans le dictionnaire de l'Internet, c'est toujours pour dire pas comme les autres, différent, qui dérange et qu'on ne veut pas dans le groupe. Alors moi, devenir un pur laine de mouton noir, je ne sais pas si c'est une bonne solution pour m'intégrer. Ferme la parenthèse. Je sais pas pour vous, mais moi, cette réflexion-là, ça me parle vraiment, ça vient chercher mes valeurs, ça touche une corde sensible, puis ça a vraiment fait que ce livre-là, c'est comme vraiment une petite perle, une pépite, comme disent les Français. Puis c'est un 5 sur 5, je le recommande vraiment fort. Finalement, pour compléter le mois de juillet, j'ai participé au Week-end sans signet, le Lyrathon organisé par Anne Literarum. Donc, j'ai fait 3 lectures pendant qui compte pour le mois de juillet pendant ce week-end-là. Donc, je vais pas vous reparler de mon avis sur chacune des lectures, étant donné que j'ai fait un vlog de presque 50 minutes. Vous pouvez aller voir ce vlog-là pour avoir mon opinion. Donc, la première lecture que j'ai faite, c'est La légende de McNeil, de Jonathan Reynolds, publié chez les éditions Les Six Brumes. Donc, voilà. J'ai lu Trouve-toi une vie de Fabien Cloutier, publié chez les éditions Luxe, je crois, ou Deluxe, je me rappelle pas. Et finalement, Voiture américaine de Catherine Léger, publié chez Le Méac. Donc, c'est ce qui conclut mon point lecture de juillet. J'espère que vous avez apprécié. J'ai l'impression d'avoir un petit peu moins d'énergie que d'habitude, mais vous connaissez la situation. Prenez-moi comme je suis. C'est normal des fois d'avoir un petit peu moins de pep, puis de vivre des affaires un petit peu plus difficiles. Donc, c'est ça, je vous l'ai partagé. Et j'espère que ça ira mieux dans les prochaines semaines. Je me le souhaite, en tout cas. Puis, j'espère aussi que ça me suivra pas à l'automne, parce que c'est ma saison préférée. Fait que, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt!